Un autre sujet qui interpelle beaucoup le monde des travaux publics, c'est celui de l'acier. Et je vais demander à Aurélien Trutt, délégué général de Construire Acier, et à Yves Gégourel de bien vouloir me rejoindre. Yves Gégourel, professeur titulaire de la chaire Économie des matières premières et transition durable, Conservatoire national des arts et métiers. Merci messieurs de me rejoindre et bonjour à tous les deux. On a intitulé cette séquence, et vous allez comprendre pourquoi, Acier quand la géopolitique rencontre l'écologie. Parce que c'est un des autres matériaux, l'acier, qui est devenu incontournable depuis, vous me corrigerez si je dis des bêtises, depuis le 19e siècle. Sa résistance aux torsions, aux pressions notamment, en font un indispensable de la construction. Cet alliage de minerais de fer et de minerais de charbon est très utilisé et il s'en consomme pas loin de 14 millions de tonnes, je crois, il y a 14 millions de tonnes effectivement qui sont produits en France chaque année. Tous secteurs confondus. Alors c'est pas la construction. Hein, il y a 4,5 millions de tonnes pour la construction et 1,5 million pour les TP, pour les travaux publics. Alors on en trouve où justement de l'acier dans les TP? Comment ça se répartit? Alors tout à l'heure, il y a eu des experts qui ont parlé du béton. Si on parle du béton, en fait, on parle beaucoup du béton armé quand même. Hein. Il y a beaucoup de ratios de ferraillage. J'espère que ça ne vous aura pas été échappé. Il y a quand même le rond à béton. Mais en dehors de ça, si on s'intéresse aux différentes spécialités qui sont représentées par la FNTP, il y en a 17, et bien tout compte fait, en fait, dans chacune d'entre elles, on en retrouve. C'est-à-dire, on peut penser aux ouvrages d'art, les ponts, les passerelles, les ponts mobiles, même les ponts, le pont canal. Dans les routes, il y a les péages autoroutiers, il y a les glissières de sécurité, il y a les panneaux de signalisation, les protections par avalanche, les clôtures, les barrières. Dans les ouvrages souterrains, il y a les ouvrages provisoires tels que les butons, les liernes et les cintres de soutènement. Dans les ouvrages fluviaux, maritimes, on retrouve les écluses, on retrouve les structures de quais, les pontons. Il y en a partout. Il y en a partout, les bâtards d'eau, etc. et j'en passe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, ce matériau se retrouve un peu partout, en conjonction avec d'autres matériaux, avec le béton, par exemple. Si on s'intéresse aussi à la production, tout à l'heure, on parlait des 14 millions de production. Ce qui est important de retenir, c'est que ce matériau, c'est un matériau en termes de durabilité qui est assez important, enfin, qui est assez avantageux, on va dire, simplement parce qu'il est recyclable en construction à l'infini. Tout à l'heure, on parlait du béton bas carbone. Là, on parle de l'acier avec un grand A, mais j'ai presque envie de vous dire, moi, si je vous écoute, j'ai l'impression qu'en fait, on devrait le mettre au pluriel. Il n'y a pas un acier, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, bien sûr. Y compris les nouveaux, ceux issus du réemploi. Enfin, ça fait beaucoup de familles. Ça fait pas mal de familles, effectivement. À l'origine, il y avait 2 familles, la filière fonte, qui tire parti en fait de l'existence du minerai de fer, du charbon pour fabriquer de la fonte et ensuite de l'acier. C'est le procédé le plus émissif. Il se trouve qu'avec l'urgence climatique qui a été répétée par le ministre Monsieur Béchu, tout simplement en fait c'est une filière qui va être amenée à disparaître, en tout cas qu'on cherche à transformer. Aujourd'hui, par tonne d'acier produit, par exemple, ça fait 2 tonnes et demie d'équivalent CO2 par tonne de produite. Les aciers recyclés, ils se font à partir de la ferraille. Il se trouve que l'acier, comme je l'ai dit, se recycle à l'infini et il se trouve que c'est un marché qui existe depuis des décennies. Cet acier-là, déjà, on fait un gain de l'ordre de 30%. On parle d'1,6 tonne équivalent CO2 par tonne produite, à partir des fours électriques et de la ferraille. Les fours électricité, vous le savez, en France, il y a un mix énergétique assez intéressant de ce point de vue-là. Après, ce qui est important de retenir aussi, c'est que là, les sidérurgistes ont travaillé sur la mise au point d'acier de 2e génération. Alors déjà, pour la filière électrique, le principe est d'essayer de recourir cette fois-ci à de l'électricité, le plus décarboné possible, encore plus. Et à partir de là, on arrive à des ratios qui permettent d'obtenir de l'acier pour 1 tonne à peu près avec 0,5 tonnes, 0,6 tonnes équivalent CO2. Et il y a aussi l'innovation de rupture dont beaucoup parlent, qui est de substituer en fait l'utilisation du carbone pour la réduction du minerai de fer, avec cette fois-ci de l'hydrogène décarboné. Et là, encore une fois, on devrait arriver à des ratios de cet ordre-là. Ouais, on va y revenir, on va en reparler de cet hydrogène décarboné. Mais je voudrais qu'on s'arrête effectivement sur cet aspect de durabilité, d'économie circulaire. Il me semble que quand le président actuel a pris ses fonctions chez vous, chez Construire Acier, il a dit qu'il fallait positionner justement l'acier comme un des matériaux préférés pour la construction durable et pour l'économie circulaire.
Tout à fait. C'est un matériau qui, premièrement, quand on réfléchit un peu à toute l'économie circulaire, c'est un matériau déjà qui a une durabilité importante. Si on pense au pont Colebrook-Dale, c'est un pont qui existe depuis le XVIIIe siècle. La Tour Eiffel existe depuis plus de 100 ans. J'en passe, il y a encore le viaduc de Garabit, etc. Donc déjà, en termes de durabilité, avec une maintenance réduite, ça dure bien plus de 50 ans pour les bâtiments et bien plus de 100 ans pour les ouvrages d'art. Après, il y a la question du recyclage, on vient d'en parler, à tel point que l'Union européenne a déjà décrété qu'il y a 13 ans à peu près que les chutes d'acier ne sont pas des déchets. Et après, il y a aussi une autre voie qui s'ouvre, c'est les aciers de réemploi. Alors, qu'est-ce que c'est que le réemploi ? C'est tout simplement en fait des aciers qui ont vécu une première vie dans des ouvrages, qui, lorsque ces ouvrages arrivent en fin de vie, sont démantelés. Ces aciers sont réutilisés, moyennant une requalification des caractéristiques. Et nous avons, par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui encore, un projet en cours avec une passerelle, la passerelle de Franc-Moisin qui se trouve près de Saint-Denis, qui va réutiliser en fait le tablier d'un pont tournant qui était juste à proximité. Donc là, cette fois-ci, l'empreinte matériau, elle est réduite à 0, puisque cette empreinte matériau a déjà été comptabilisée dans un premier ouvrage. Et alors, à ce moment-là, on a beaucoup moins que 0,5 tonnes équivalent CO2 par tonne d'acier utilisé. Yves Gégourel, l'acier, c'est donc un élément, on vient de le comprendre mieux, de l'économie circulaire. Parce qu'il est aussi ce matériau qu'on peut réemployer. Il fait partie du patrimoine architectural français, hein, vous l'avez très bien dit. C'est vrai que la Tour Eiffel, tout le monde connaît. Il est présent partout. Mais est-ce que le recyclage, c'est une vraie solution pour Alors, oui, de toute évidence, c'est une vraie solution. Tout dépend en fait de quels critères on se donne. D'un point de vue environnemental, tu l'as évoqué, ça nous permet d'abaisser les émissions de CO2. Donc c'est une évidence de ce point de vue-là, comparativement à la filière fonte. Il n'y a pas de discussion à avoir sur cet aspect-là. C'est aussi une solution parce qu'en termes de ressources, et on va beaucoup en parler, nous avons du scrap. Alors nous l'exportons, mais il y a une réglementation européenne de 2023 qui va faire qu'a priori la disponibilité de scrap va augmenter. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pour parler comme un économiste, le recyclage, l'utilisation des ferrailles, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Nécessaire parce qu'elle nous affranchit de notre dépendance aux minerais de fer, et ça j'insiste sur la structure du marché du minerai de fer. On a une ultra-dépendance au Brésil et à l'Australie. Alors je dis on, tous les producteurs d'acier, donc ça c'est une fragilité importante pour la Chine. Donc on a ces effets de solution, mais néanmoins je crois que la question, il faut le dire à un moment, c'est que vous avez tous un business, la question c'est la question de la compétitivité prix. C'est-à-dire qu'on peut avoir la ressource, mais il faut la produire au meilleur prix. Alors compétitivité hors prix sur la qualité, j'entends bien, mais compétitivité prix. Et il faut qu'on s'interroge là-dessus. Et comme on l'a dit, le recyclage de la ferraille, c'est la filière électrique. C'est donc le coût de l'électricité. Et je sais bien qu'en France, on a un mix qui nous dit qu'on est largement décarboné parce qu'on a le nucléaire, et affirmons la force du nucléaire en France. Mais si vous regardez les interconnexions européennes, on a une ultra-dépendance encore aujourd'hui au gaz naturel, et plus précisément, puisqu'on ne peut plus avoir de gaz russe pour des raisons évidentes, au gaz naturel liquéfié qu'on va importer des États-Unis ou du Qatar. Et ce gaz nous coûte très cher. Et amusez-vous à regarder la courbe des prix du gaz naturel et les prix de l'électricité, et vous verrez qu'à partir de 2021, été 2021, avec un paroxysme mars 2022, on est dans une autre ère où l'électricité coûte cher. Donc la question... Vous êtes en train de nous dire qu'on a simplement changé de dépendance, quoi. Alors, sur l'électricité, oui, même si, mais je veux parler des renouvelables bien évidemment, même si on a d'autres solutions, mais oui, et il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que quand on parle d'acier, et quand on regarde finalement le positionnement stratégique des industries françaises, c'est l'ensemble de l'échiquier qu'il faut considérer. Et la question de l'énergie, elle est fondamentale. Et dépassons la question de l'acier. Une des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'Europe sera durablement une zone où l'électricité, où l'énergie sera coûteuse ? Dernier point pour répondre par rapport à ça et pour rappeler d'autres effets de dépendance. Je suis en train de plomber un peu le moral ici, mais ce n'est pas du tout le but. C'est juste de poser les enjeux. Sur les renouvelables, pour l'acier décarboné, on va utiliser de l'électricité. Donc il y a la question du coût, puis il y a la question évidemment carboné-décarboné.
Mais par définition, pour avoir de l'électricité décarbonée, il faut des énergies renouvelables. Et pour avoir des énergies renouvelables, il faut des ressources minérales, il faut du cuivre, il faut des terres rares pour les aimants permanents. Et là, on a à nouveau un effet de dépendance avec la Chine qui a des longueurs d'avance de ce point de vue-là. Et on a toute une réglementation européenne de sécurisation maintenant des approvisionnements. Mais il y a un combat à mener de ce point de vue-là. On va en parler, si vous le voulez bien, de la Chine. Mais je voudrais faire une parenthèse. Vous dites, vous parlez de bas carbone, d'énergie décarbonée. On a, il me semble, des projets qui sont assez intéressants sur le territoire. Moi, je pense à ceux qui sont, par exemple, du côté de chez moi, dans le sud, vers Fos-sur-Mer, entre EDF et Gravity, pour produire de l'acier à partir d'hydrogène électrolytique bas carbone. Est-ce que ça, par exemple, c'est des filons qu'on peut exploiter, qui sont intéressants, qui vont dans le bon sens? C'est la filière, toute la filière de l'acier, de fabrication de l'acier. Ça, c'est important pour tous les acheteurs TP. Toute la filière travaille sur effectivement la substitution de la filière fonte, d'accord, par effectivement une nouvelle filière qui est la filière dite four à arc électrique plus réduction directe du minerai de fer par l'hydrogène. L'hypothèse incluse là-dedans, c'est que l'hydrogène est décarboné, c'est-à-dire que la production d'hydrogène se fait avec une énergie décarbonée. Et ça, c'est une hypothèse qui est importante de prendre en compte, quelle que soit l'industrie, que ce soit l'acier ou toutes les autres industries qui en ont besoin. Tu vois acquiescer. Oui, la question de l'hydrogène, on l'entend partout. L'hydrogène, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est l'hydrogène gris, c'est-à-dire c'est du vaporoformage de gaz naturel. Il faut aller vers de l'hydrogène vert. Et pour avoir de l'hydrogène vert, mettons de côté, évidemment, le côté très intéressant de l'hydrogène natif qui survient dans le débat, mais l'hydrogène vert, c'est des énergies renouvelables et à nouveau, c'est la question de la production de ces énergies renouvelables et de la dépendance aux ressources minérales. Et de la dépendance, donc dépendance aujourd'hui, si je vous ai bien suivi en raccourci, dépendance égale Chine. Alors, ces ressources minérales ne sont pas nécessairement en Chine, mais les opérateurs chinois ont compris tout l'intérêt stratégique avant probablement les Européens et les Américains de ces ressources et donc maîtrisent une grande partie du raffinage, effectivement. Et donc là, il y a une course qui s'est engagée par l'Europe, par les États-Unis pour rattraper ce retard et pour que nos industries, au sens très général du terme, aient ces ressources minérales pour la transition énergétique. La position, justement, c'est quoi la bonne position aujourd'hui à tenir? C'est de se protéger davantage par rapport à cette avance qu'a la Chine notamment en termes d'approvisionnement? La protection dans un environnement ultra concurrentiel est quelque chose d'intéressant, avec des normes environnementales autour du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc il y a des choses importantes, mais c'est pas le mot que j'utiliserais. J'utiliserais plutôt le terme de résilience. C'est-à-dire qu'il faut avoir aujourd'hui une réactivité dans nos industries. On parle aujourd'hui de géopolitique. Je ne vais évidemment apprendre à personne que le monde est troublé, que les flux commerciaux sont repensés depuis 2 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et donc, il faut que nos industries, celles des travaux publics, mais toutes nos industries, travaillent sur cette résilience, passant également sur un autre sujet qui est la capacité pour les acheteurs d'acier que sont les opérateurs des travaux publics par la gestion du risque de prix. Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'instabilité sur le prix des intrants. Je parlais de l'énergie, mais également sur l'acier. On en reparlera peut-être avec ce qui se passe du côté de la Chine. Et il va falloir développer notre capacité à gérer cette instabilité. Ça veut dire que le risque réel, là, pour aujourd'hui, pour demain, c'est que la Chine ait la maîtrise du prix? C'est que c'est elle qui dicterait les prix? Dans le monde des matières premières, au sens très général du terme, personne ne maîtrise les prix parce qu'il y a une multiplicité de facteurs géopolitiques, économiques. La Chine a un grand problème avec le secteur immobilier aujourd'hui et un problème avec sa sidérurgie. Je rappelle, pour donner des chiffres, que la sidérurgie chinoise, c'est 1 milliard de tonnes. Et qu'elle est constante, la production chinoise est constante alors qu'elle a régressé en Europe. Mais ça reste quand même une situation compliquée pour la Chine, donc elle ne maîtrise pas les prix. Par contre, effectivement, les références de prix commencent à être des références de prix chinoises, peut-être pas dans votre quotidien, mais il y a par exemple sur le marché de Shanghai, on pense que la finance est quelque chose qui est réservé aux financiers, mais ça touche les industriels. Il y a un contrat financier sur la barre d'armature à Shanghai, et il se pourrait effectivement que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, vos contrats commerciaux soient indexés, utilisent comme référence de prix une référence chinoise. Comment on fait justement pour se protéger? Pour protéger
la France, mais aussi l'Union européenne dans ce marché. Effectivement, Yves a cité certains des risques qui peuvent impacter le monde entier. Je dirais pour l'instant, il faut un petit peu réfléchir déjà peut-être sur la France et regarder le verre à moitié plein. Il se trouve que déjà les 1,5 million de tonnes dont il y a besoin sur le marché en France, la sidérurgie en Europe est tout à fait capable de répondre à ces besoins. Il se trouve qu'avec des mécanismes tels que le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, c'est l'intention effectivement de protéger la sidérurgie, la valeur ajoutée avec la prise en compte des enjeux environnementaux pour la sidérurgie européenne et de permettre que ces produits soient et rencontrent en même temps les attentes. Donc on a une sorte d'autosuffisance. Donc aujourd'hui, en termes de scrap ou de ferraille, j'ai déjà expliqué, il se trouve qu'il y a plus de 80% déjà de la production qui se retrouve dans la collecte. Il y a une bonne partie qui pour l'instant a été exportée. Il est très probable en fait que cet export va se tarir pour sécuriser la ferraille dans l'Union européenne. Et à ce moment-là, je dirais, il y a une série de risques, comme les a évoqués Yves. C'est peut-être il faut voir ça dans 5 ans, dans 10 ans, il faut se poser ces questions-là. Mais je dirais pour les 2 ans à venir, je ne suis pas très très inquiet. Sachant que les produits existent déjà. C'est-à-dire que vous pouvez déjà les chercher. Yves, il y a aussi parfois une notion de qualité qui est mise en avant. C'est un vrai problème ou un faux problème, la question de la qualité des aciers? Je crois qu'il ne faut pas en fait se cacher derrière la qualité. J'ai eu souvent des débats là-dessus autour de la compétitivité hors prix, la qualité européenne. Bien évidemment, mais avoir une qualité hors prix, une compétitivité hors prix ne vous empêche pas d'avoir une compétitivité prix. Et donc c'est là-dessus qu'il faut également se positionner en lien avec ce que je disais précédemment. Parce qu'effectivement, le marché français est totalement déterminant, mais il me semble qu'on a plus de 50% du chiffre d'affaires de la filière TP qui se fait à l'international. Et il faut évidemment avoir la capacité à répondre à la fois par cette qualité et par une tarification extrêmement pointue aujourd'hui. Et encore une fois, une tarification résiliente. On a vu dans le contexte de l'augmentation des prix des effets en fait d'hystérésis, c'est-à-dire des conditions qui ont disparu et qui se perpétuent dans les tarifications. Il faut faire attention à ça. Dernier point sur la qualité, je crois que la qualité sera affirmée par tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement des Européens qui vont travailler sur la qualité et d'autres opérateurs à l'international qui ne feraient pas de qualité, notamment dans les TP. Il y a une distorsion aujourd'hui, effectivement, entre les aciers à l'extérieur et les aciers dans l'Union européenne sur l'environnement. Aujourd'hui, il y a des mécanismes pour les protéger. Effectivement, c'est une question de temps. D'ici 2-3 ans, d'ici 5 ans, ça peut très bien changer. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour parler de cet acier qui est évidemment au cœur de beaucoup de tractations aujourd'hui et beaucoup de préoccupations dans le milieu des travaux publics. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous.